Bonsoir, docteur Philippe Ploncard-Dassac. Bonsoir, Diane. Bonsoir, Jean. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Manuel. Bonsoir, Patrick. Bonsoir, Bonsoir. Pierre. Bonsoir à tous nos spectateurs et auditeurs. Merci de votre présence et de votre fidélité. Nous pouvons démarrer l'entretien. Les questions seront posées par Diane. Donc, Jean-Manuel, Patrick et Pierre, c'est à vous. Très bien, bien. Bonsoir à vous tous et bonsoir à Bonsoir à nos tous. fidèles auditeurs. Commençons par des questions d'entretien sur la France et notamment le budget 2026. Le débat autour de ce budget mobilise l'attention de la classe politique française à mesure que la fin de l'année approche. Quel regard portez-vous sur la persistance à vouloir taxer les bénéfices des entreprises? C'est toujours la même chose, c'est qu'ils vont chercher l'argent où ils n'auraient pas à devoir aller le chercher. Il ferait mieux d'essayer de faire des économies sur l'État. Ce sont les dépenses de l'État et tout ce qui tourne autour qui plombe le budget en France. Il n'y a rien de nouveau. On a certains acteurs économiques et chefs d'entreprise, notamment assez médiatiques, qui dénoncent la France comme un pays communiste. Vous, Comme quoi? comme étant de plus en plus un pays communiste. Vous validez Oui, bon, sur un faut plan, tout de même pas exagérer. Non, sur un non, plan mais fiscal. le problème, c'est que la France, enfin la France officielle, dépense de l'argent qu'elle n'a pas. Tout est là. D'où la dette, la dette, la dette. Et on n'en sort pas. Rappelons que c'est Macron qui l'a creusé comme jamais, Ah d'ailleurs. oui, non, mais Macron, c'est un. Alors, Macron a été est un personnage d'une nocivité mais effarante. Les gens ne se rendent pas compte. Mais surtout que taxer les entreprises fait l'effet inverse et ça appauvrit le pays Bien parce que les entendu, c'est entrepreneurs pervers un n'entreprennent effet plus. pervers. Et voilà, l'effet pervers, Il y a ils des fuient à économies à l'étranger. faire, c'est sur tout le budget de l'État qui est monstrueux, c'est éléphantesque. Et puis toutes les petites niches pour les copains. Pas oublier. Apparemment, ce serait l'Italie qui attire le plus d'entrepreneurs actuellement. Enfin, beaucoup oui, de riches, entre guillemets, partent vers l'Italie. Ah oui, c'est pas étonnant. Mm. Incontestablement, Giorgia Meloni fait une politique raisonnable, équilibrée. on peut passer peut-être à la deuxième question, qui est en fait sur le même thème, hein. C'est donc le débat sur le budget en 2026, notamment sur la taxe Zuckman. À l'instar des taxations des entreprises, celle du haut patrimoine représente une facette d'une même erreur dont la persistance montre l'emprise qu'exerce le modèle économique de gauche sur notre pays, car le problème réside moins dans la source de financement que dans les catégories de dépenses. De plus, il s'agit d'un effet d'annonce dans la mesure où les politiques savent que les plus riches ont les moyens de se soustraire partiellement, voire totalement de la fiscalité. Oui, C'est exactement ce que vous étiez en train de dire. tout à fait. Vous voulez peut-être dire un mot sur la réflexion de la présidente du Sénat, il me semble bien, qui voulait Qu'est-ce qu'elle a dit déjà? Je ne me rappelle plus. elle avait dit qu'il fallait taxer l'héritage et que c'était pas suffisant, la ponction, en sachant que de tous les pays européens, c'est la France qui est la plus taxée sur les frais de succession. Et en fait, ce qu'elle proposait, c'était de surtaxer, évidemment, en fait, les droits de succession en France. Vous commencez par la taxer, elle. Oui, mais ça, en fait, elle s'occupe déjà des gendarmes, s'occupe de ses poules. C'est déjà, Oui, ça ira bien. exactement ça. Exactement ça. Donc, question suivante, la suspension de la réforme des retraites. Dans la lignée des questions liées au budget, quel regard portez-vous sur la réforme des retraites et sur sa suspension, docteur? J'avoue que c'est un problème très complexe que
On a l'impression que le pouvoir embrouille les choses pour qu'on ne s'y retrouve plus. Moi, c'est l'impression que ça me donne, c'est bien que je ne suis pas franchement capable de répondre à la question. Si vous avez, vous, une moyen d'y répondre, ben faites-le à ma place. Alors, j'ai peut-être une petite réflexion. C'est l'Europe qui décide, c'est pas Macron, hein. Ah oui, C'est pas lui qui décide, hein. bien C'est sûr. la même chose que pour en fait cette histoire, je veux dire de dette bancaire en fait quand vous avez un solde négatif à votre banque, ils veulent à partir de apparemment novembre 2026 interdire les comptes qui seraient en fait débiteurs. Mais c'est la même chose, c'est l'Europe qui a décidé. Mmh. Et alors LFI en fait en ce moment s'en plaint, mais ils ont voté pour. Enfin voilà. Que voulez-vous, quand les gens sont suicidaires, on va s'étonner des conséquences. Bien, face aux difficultés budgétaires, économiques, plus généralement politiques auxquelles notre pays est confronté, comment voyez-vous l'avenir d'Emmanuel Macron et à quoi faut-il, selon vous, s'attendre après lui? Bon, alors pour commencer, pour l'avenir d'Emmanuel Macron, bon, malheureusement, je ne pense pas qu'il ait l'honnêteté de démissionner. Tout ce que l'on peut constater, c'est qu'il est honni de tout le monde. Et on va parler du procès de Brigitte contre des pauvres lampistes, et avec comme motif de la plainte le cyberharcèlement. Et en même temps, le discours d'Emmanuel Macron pour une censure efficace Hum, 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 de son point de vue. hum. Voilà. Bah, il se rend compte que l'étau se resserre contre lui, donc il voudrait éviter que l'étau ne continue à se serrer. Mais je crois qu'il est tout de même fichu. Je ne pense pas qu'il arrive à s'en tirer. Oui. En tout cas, en ce qui concerne Macron, quand on voit les sondages, il est honni de tout le monde. Comme Pierre voulait ajouter des remarques sur l'actualité française, on pourrait terminer avec une remarque, mais qui permettrait effectivement à Pierre de poser ses questions sur l'actualité française qui voulait entretien, avec d'une part un commentaire donc sur l'instabilité institutionnelle et le gouvernement le cornu, et d'autre part l'affaire de l'emprisonnement de Sarkozy. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, Eric, merci d'avoir peut-être souvenu que je voulais effectivement évoquer. Alors, je ne vais pas prendre trop de temps, c'est simplement, moi, je souhaiterais simplement, pas ouvrir un débat, mais juste rappeler le bilan de Nicolas Sarkozy, parce que très rapidement, hein, ça va être très rapide. Après, vous pourrez commenter. C'est tout ce que j'ai à dire, parce que il y a beaucoup d'émoi, beaucoup de gens s'épanchent et évidemment pleurnichent sur le sort de Nicolas Sarkozy. Oh, On pourrait pas, voilà, pas tout le monde, hein, je vous rassure. On pourrait quand même, ouais, effectivement, simplement déplorer qu'il est peut-être pas en prison pour les bonnes raisons. Pour moi, pour vous peut-être aussi, c'est le pire président qu'on ait eu, parce que pour passer en revue rapidement, vous avez évoqué les 600 tonnes d'or vendues à vil prix, peut-être aussi sous l'influence de ses mandants américains, notamment un haut cadre de la CIA, Robert Wiesner, senior, qui s'était remarié en fait avec sa belle-mère. Voilà, c'est ça l'histoire, hein, de la grande noblesse française. La Une des épouses, de Paul Sarkozy, quand il a refait sa vie après avoir quitté André Mala, hein, voilà, Sarkozy. exactement, voilà. Donc les connexions de Sarkozy l'américain avec les États-Unis, donc dès qu'il arrive 600 tonnes d'or à vil prix. Le référendum de 2005 sur lequel il revient, donc ça c'est un crime de haute trahison puisque ça amène finalement à déjuger
la décision souveraine du peuple français, convocation Exactement. du Parlement français au complet, donc Sénat, Assemblée nationale réunis à Versailles, je crois de mémoire, et pour aller pondre ce qui allait devenir le traité de Tout à Lisbonne. fait. Donc, trahison complète du peuple français, et on voit où on en est maintenant, 20 ans après. La Libye, la destruction de la Libye, il fait sauter un bouchon, et pas seulement un bouchon de champagne, mais un bouchon qui va permettre un déferlement migratoire considérable. Donc sur les côtes italiennes, sur les côtes européennes, par la Libye, parce que qu'on aime ou pas Kadhafi, bah, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais il empêchait ça, il empêchait cette invasion migratoire. La départementalisation de Mayotte, toujours au chapitre de l'immigration, enfin de l'invasion migratoire. Je ne sais pas si vous savez, mais Mayotte a été départementalisée par Sarkozy en 2011. Donc ça a créé un appel d'air considérable, et depuis lors, je ne sais pas si vous savez ça, mais Mamoudzou, la capitale Mamoudzou, la maternité de Mamoudzou, c'est la première maternité, non seulement de France, mais d'Europe. Voilà. La plus grande maternité d'Europe, Mamoudzou. 12 000 petites nouvelles têtes chaque année, qui peuvent venir en France à tout moment, évidemment, quand elles grandissent, hein, quand elles deviennent majeures. La double peine aussi. Hein, il a désorganisé la police en détruisant la police de proximité qui servait à faire du renseignement de proximité, et 20 ans après, on voit le résultat avec l'explosion des réseaux de trafic de drogue, puisque ça a pu fleurir et se développer du fait de cette absence de renseignements policiers sur place, sur le terrain. La suppression de la double peine qui permettait de renvoyer des délinquants étrangers dans leur pays, ça a été supprimé par Sarkozy. L'immigration, j'en ai parlé, c'était déjà à son époque 150 000 par an, c'est 2 fois plus que Jospin. Vous voyez, donc voilà, rapidement, je ne veux pas monopoliser, mais ce que je voulais mettre en perspective, donc du bilan de Sarkozy, juste 5 années, hein. Imaginez s'il était repassé. Et donc ça avait été votre décision, enfin votre appel au vote à l'époque, en 2012, hein, de voter pour Hollande, pour justement éviter qu'on ait une deuxième couche de Sarkozy. Ce que certains n'avaient pas compris. Eh oui. Ah non, mais Sarkozy, c'est un ignoble et très dangereux personnage. Donc, il faut choisir. Entre deux mots, comme on dit, on choisit le moindre, et pour moi, le moindre mal, c'était tout de même Hollande. Il y a quand même une certaine vigilance à avoir vis-à-vis de cette fausse droite, parce que il y a 2 options là. Soit il nous le reprépare, il nous le reconditionne tout Tout à prêt, tout fait. frais, tout frais, prêt à resservir. Si ce n'est lui, son fils, qui a pas l'air bien mieux, hein. Quand on parlait de Nicolas Sarkozy l'américain, bon voilà, évidemment avec son fils, je crois que c'est Louis. Oui, Hein, oui. donc ça sera voilà. On peut aussi rappeler, les déclarations de ses 2 épouses, Cécilia Sarkozy, ex, madame Martin, heu, Jacques Martin, pour ceux qui se souviennent, qui avait déclaré qu'elle était fière de ne pas avoir une seule goutte de sang français, et sa dernière épouse avec qui il est toujours, la chanteuse là, je sais plus comment elle s'appelle, hem, Carla Car Bruni. Carla voilà, Bruni. Carla Bruni. Le sang Heu, pourri des Français, je crois. Exactement, merci Diane qui avait Bravo, dit Diane. que voilà, bravo. Le sang pourri des Français, c'est quand même très, très fort ça, hein. Oui, ça dit bien, ça décrit bien leur amour. En tout cas, on est bien content de s'en être débarrassé, hein. Je peux vous le dire. De Et Sarkozy. tant- bah, Pourvu que ça dure alors, hein. Mais vous pensez pas qu'ils vont Oui, faire comme mais pour nous, Balkany, c'est il dur, va faire effectivement, 3 parce mois? que il rêve que d'une chose, c'est de revenir. pas pour les élections, j'espère. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais les Français sont assez bêtes, ont assez peu de mémoire pour être capables de revoter pour lui. On lui refera une virginité. Bah, il Oui, y a il faut des faut leur il y a des faire une précédents. faut lui refaire une vraie virginité parce que un président de la République, je crois, ne peut pas se présenter s'il n'a pas un casier judiciaire vierge. Oui, effectivement.
Ça a ça été pourrait être. Ouais. ça a été le cas pour Mitterrand qui avait été gracié par De Gaulle. Euh, non. L'affaire Après de l'affaire de l'Observatoire. l'Observatoire, L'affaire de l'Observatoire. Mitterrand n'aurait pas pu se présenter si De Gaulle ne l'avait pas gracié. Oui, 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 effectivement. Effectivement, bon rappel. Bon Mais rappel. bon, la Constitution française, ça se tord, ça se modifie, c'est malléable, on l'a vu quand même, hein, et malheureusement. Et là, ce que je voudrais simplement dire pour compléter, c'est qu'il y a des précédents où il y a un martyrologue comme ça, on va faire un martyr, et le gars fait de la prison et il revient au pouvoir. On a Lula au Brésil. Et on en a d'autres. On aurait pu avoir Trump dans l'affaire Daniels, ça lui a pendu au nez et ça lui a servi. Il a été comme ça un peu victimisé. Donc c'est aussi ce qui se construit médiatiquement parlant avec Sarkozy, hein. Donc il faut être vigilant. Bien d'accord, bravo. Excellent rappel. Donc l'avenir sera en grande partie, évidemment, ce que l'on posera comme acte, puisque une fois qu'on pose un acte, après, il y a toujours une logique qui se déroule. Tout ce que je peux vous dire. Ils appellent ça un levier. Comment? Je disais, en fait, dans le jargon de nos adversaires, ils appellent ça un levier. Oui, 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 tout à fait. Ouais. Tout à fait. Non, mais à partir du moment, vous savez très bien quelle est mon expression à ce sujet-là, à partir du moment où on pose un principe qui soit bon ou mauvais, il va dérouler ses conséquences logiques. Une info d'ailleurs à ce sujet, là, ce jeudi 30 octobre, pour illustrer le rejet total de Macron, il est à 11% de popularité. Donc c'est un sondage qui est sorti ce matin. Ça n'a jamais été aussi bas. Peut-être Oui. pour Hollande, dans le pire moment, Oui, oui, on atteint un record. Ouais, Hollande est descendu à 4%. À 4. Ah Ouais, oui, d'accord, ouais, effectivement. Il y a ouais, encore de la marge. ouais, on a encore. 4%. D'accord. Je crois que c'est à Pierre, non? Oui. Oui, effectivement, avec la 5e question, donc le macroniste Stéphane Séjourné, vice-président exécutif de la Commission européenne, présente l'Union européenne comme un multiplicateur de puissance pour les pays membres dont la France. Souhaitez-vous commenter cette déclaration? Attendez, je n'ai pas compris le début de la déclaration. Eh bien, ce Stéphane Séjourné, donc qui est un Oui, oui, macroniste, hein, oui. il affirme que l'Union européenne est un multiplicateur de puissance pour les pays membres, dont fait Ah, partie la d'accord. France. Ah oui, Ah, d'accord. donc c'est un petit peu à l'inverse de ce qu'on affirme, avec Évidemment, effectivement mais évidemment, la perte de souveraineté et tout ce qui s'ensuit. évidemment, mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Bon, c'est malhonnête parce que les gens qui entendent ça vont le croire bêtement, mais c'est exactement le contraire. Oui, c'est l'inversion des choses, encore une Tout fois. ce que fait l'Union européenne est à l'encontre des intérêts nationaux. On peut rappeler qu'on ne bat plus monnaie, on contrôle plus nos frontières, on ne fait plus nos lois, on ne maîtrise plus notre diplomatie, on n'a plus le droit de déclarer la guerre, donc tout ce qui faisait Ah tous les si, ah attributs. mais si, Ah mon non, mais cher, oui, mais mais pas en si. notre nom Contre la propre. Russie. Ouais, mais peut-être pas en notre nom propre. C'est-à-dire que c'est sous contrôle Oui, extérieur. on aide l'Ukraine. Voilà. Mhm. Non, non, mais tout ça est un tordu, mais c'est invraisemblable. Cette politique française, vraiment, c'est vomitif. Si La on peut guerre, ils voudraient parler la de faire quand politique même, française. mais indirectement, je pense. Donc on part sur l'Allemagne qui veut devenir la puissance spatiale motrice de l'Europe. Alors, signe d'une crise de l'Union européenne où l'Allemagne entend de plus en plus s'affirmer au détriment de la France, nos voisins germaniques ambitionnent d'investir massivement au cours des prochaines années dans leur programme spatial. Comment analysez-vous cette attitude? J'avoue que ça me surprend un petit peu, parce que les dernières déclarations que j'ai vues des officiels allemands, ils sont très, très, très à plat, très en retrait. Je ne crois pas à un retour de l'Allemagne en tant que grosse puissance. Je me trompe peut-être, on verra bien. Mais les déclarations de Merth
Pas grand-chose. Non. C'est Dassault Aviation hein, qui a claqué la porte. Hein. Hmm. Dassault Aviation a claqué la porte. Oui, C'est Dassault. C'est Dassault qui veut pas tout simplement participer au partenariat parce que ils appellent ça en fait du vol tout simplement en fait Tout à fait. voilà. Tout à fait. Ouais, Tout à ouais. fait. Les autres veulent s'approprier les capacités de Dassault Aviation. Et évidemment, Dassault n'est pas d'accord. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un projet européen plutôt que seulement l'Allemagne? Il y avait Oui, l'Angleterre aussi avec l'Eurofighter, il y a les mais deux, en fait mais voilà. apparemment, c'est l'Allemagne qui est le porte-parole de ce projet. Oui. Bon, pourquoi maintenant? C'est peut-être parce que l'Europe veut faire concurrence aux États-Unis, à la Chine, qui se développent Non, ça, j'y crois pas du tout. dans ce domaine. Non, je pense que l'Europe est et restera pendant longtemps encore, jusqu'à je sais pas quand, jusqu'au moment où on dira flûte, et le vassal des États-Unis. C'est le vassal du monde anglo-saxon. Donc la France officielle travaille pour les intérêts anglo-saxons. C'est terrible, hein. Ça se passe par l'entremise en fait, de l'Allemagne actuellement, en fait, hein. C'est ça, en fait, si Oui, j'ai bien avec la von compris. der Leyen, Ouais, ouais, ouais. L'Allemagne n'est fait pas ses études fiable là-bas. du tout. Et avec la von der Leyen, c'est une catastrophe, cette femme. Alors, ouais. Alors moi, la question numéro 7, hein, la crise économique, politique et culturelle que traverse l'Europe et l'Occident en général s'accompagne, comme on peut le constater autour de nous, d'une crise spirituelle sous forme du modernisme qui affecte l'Église catholique, d'où certaines réactions traditionnalisme, comme encore récemment en Italie, avec le retour de la messe en latin à Saint-Pierre de Rome. Comment faut-il interpréter selon vous? Bah, écoutez, votre observation est déjà toute la réponse. J'avoue que j'ai jubilé quand j'ai vu ça. Ah oui. J'avoue que bon, j'avais quelques doutes au départ. Bon, je continue tout de même à en avoir parce que euh, pas croire trop au Père Noël non plus. Mais j'avoue que Léon XIV me surprend à quelque peu. La messe en latin est une évidence, enfin, mais enfin, je veux dire, il faut Mais, pas avoir fait le mais catéchisme pour. ça va tellement à l'encontre du travail de destruction du modernisme qu'on est tout de même agréablement surpris. Concernant l'alternance des papes, vous ne pensez pas qu'il y a un peu l'effet d'élastique où on tire une fois très à droite, une fois très à gauche, enfin pour tordre un clou, vous voyez, on le tord d'un côté puis de l'autre et jusqu'à ce que ça casse. Et vous voyez, donc on va aller dans un côté très progressiste avec le pape François, puis après on revient sur un côté plus traditionnel, pourquoi pas Non, avec je ne Léon crois pas que ce XIV. soit voulu pour casser le clou. Je pense que la politique de Léon XIV est une réaction face aux errances de l'époque de François. François. Et vous voyez, c'est l'alternance, quoi. François était pour moi, Ah non, constatez bien, dans un extrême, là, Léon c'est XIV, bon, lui, il absolu. redresse un peu la barre. C'est une oui, exactement. Oui, mais voilà, c'est l'idée de faussement redresser, quoi. Bon. Alors, il y a une chose aussi qu'il faut observer, c'est que dans l'Église, en général, les choses vont lentement. Donc, je pense que la réaction de Léon XIV n'est qu'un début et que ça va aller en amplifiant. Enfin, je l'espère, mais je pense que c'est comme ça que ça va se passer. On est tellement allé dans l'erreur depuis des décennies avec les différents derniers papes que, bon, je pense que le balancier va revenir dans l'autre sens. Oui, mais à côté de ça, est-ce qu'il n'y a pas eu, pardon, excuse-moi, hein, je Non, je t'en t'interromps. prie. Il n'y a pas eu une visite officielle d'un groupuscule LGBT, là, ou pro-homosexuel, organisée et soutenue par Léon XIV, là, récemment? Alors, En oui, début septembre, je crois. j'ai vu. Le problème, c'est que ça dépend comment on prend la chose.
Je crois qu'il faut rappeler la Oui. doctrine, la droite ligne de la doctrine, pour condamner justement ces agissements. La messe pour les athées n'est pas là pour les canins. La messe pour les athées n'est pas pour encenser les athées, elle est pour prier pour eux. Tout à fait. C'est la même chose. Je crois qu'on est à la question 8. Oui. Donc, question suivante. Le 23 octobre 2025, le pape Léon XIV et le roi Charles III d'Angleterre ont prié ensemble à la chapelle Sixtine au Vatican. Quelle signification y voyez-vous, docteur? Je dirais que c'est de la diplomatie. Ça ne va rien apporter ni d'un côté ni de l'autre. Bon, chacun fait semblant d'être gentil avec l'autre, mais à mon avis, sans conséquence. Ça m'étonnerait beaucoup que le roi d'Angleterre se convertisse. Pourtant, les catholiques vont finir par devenir dominants, en fait, En dans Angleterre, les... Ouais. oui, oui. Mm. Alors, ça peut être l'explication justement de cette attitude du roi d'Angleterre. Mm. C'est possible. Ouais. Presque électoraliste. Exactement. C'est le mot. Mhm. Passons à présent à l'actualité des relations entre la France et l'Afrique. Au Maroc, la région de Casablanca-Ceuta se présente comme un modèle de développement pour le continent noir. Que pouvez-vous nous dire sur la situation actuelle et les perspectives de continuation de partenariat entre la France et le Maroc? Excusez-moi, je peux juste rajouter peut-être une toute petite chose. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui en fait à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que le RN a réussi à rompre en fait les contrats qui étaient dus entre l'Algérie et la France. Est-ce que ça serait pas en fait plutôt une question qu'on pourrait, si vous voulez, un peu retourner? Est-ce qu'il serait pas en fait question de remettre un peu le Maroc au devant de la scène et de faire passer l'Algérie derrière, puisque en fait tous les contrats gaziers sont terminés, que en fait on veut plus ces gens-là chez nous, etc., etc. Hmm. Tout à fait d'accord. Ouais. C'est l'impression que j'ai eue aussi. Hmm. Exactement ça. Non, je crois que c'est une bonne leçon à donner à l'Algérie. On a été beaucoup trop gentil, beaucoup trop faible par rapport à l'Algérie actuellement. Il faut aller un Est-ce peu. que ça c'est alors excusez-moi parce que là c'est très technique tout ça, hein. Parce que est-ce que c'est pas un signe non plus que Emmanuel Macron lâche un peu la meute sur des problèmes qui voudraient éloigner de sa personne? Vous voyez, en fait, l'Algérie voudrait l'éloigner. On le sait pourquoi, hein, puisque bon, sa femme aurait étudié sur le territoire et en fait, le gouvernement algérien a des documents en fait dans ses archives qui pourraient bien embêter et frictionner en fait le gouvernement actuel. Est-ce que vous pensez pas qu'il y a quelque chose comme ça derrière? Vous êtes quelque peu tordu, mon cher. Ah bah attendez, Non, mais ce que vous avez dit est parfaitement exact. Effectivement, on peut se poser la question. oui, Non, non, mais c'est évident. Non, mais de toute façon, dès qu'on commence à parler et à creuser le couple Macron, on est plein de ah, surprises. mauvais engagement, oui, en effet. Ce sont deux tordus de première, Ah, à tout point de vue. ouais, c'en est risible, hein. À tout point de vue. Oui, bon, si on peut rire de ça quand même. Enfin, non. Bon. Ah là là, on ne peut qu'espérer une chose, c'est qu'il dégage le plus vite possible. Ah oui, alors. Un petit coup d'épaule dans l'escalier. Ouais, c'est ça. Pour les aider à descendre un petit peu. Et d'autant plus qu'on pourrait rajouter à cela que l'Algérie et le Maroc sont en conflit
militaire, hein, quasiment, pour des territoires actuellement, Tout et que bah, c'est des enjeux diplomatiques qui sont très importants. Hein. à fait, Mhm, exactement. mhm. Et quand je pense que c'est notre très cher De Gaulle qui a donné le Sahara à l'Algérie, donné. Sur ordre des Américains. Évidemment, il n'est pas obligé d'obéir. Il n'était pas obligé d'obéir, mais enfin, en tout cas, il a senti que bah, l'hélicoptère il commençait à chauffer et que bah, je sais plus en quelle année ça s'est passé exactement, mais est-ce qu'on peut parler vraiment en fait d'une défaite gaullienne déjà qui était préannoncée déjà au moment de ces événements-là? Écoutez, n'oubliez tout de même pas une chose, c'est que le personnage de De Gaulle s'est créé à l'abri des Anglo-Saxons. Alors après, il a pris des positions soi-disant anti-américaines et ceci et cela. Bon, c'était une petite vengeance qu'il a eue, mais il n'aurait jamais existé s'il n'avait pas eu l'appui anglo-américain. Très bien. On passe à la Pax Americana. Ça pourrait aussi s'expliquer par les engagements qu'il a pris à Moscou quand il a visité Staline, des engagements relatifs à un désengagement justement, post-colonial. Discours de Brazzaville et cetera. Enfin bon, c'est un autre sujet, ça nous emmènerait un petit peu loin, mais alors, la question 10 avec la Pax Americana, donc toujours pour rester au Maghreb, dans le Maghreb, donc les États-Unis de Donald Trump, via leur émissaire Steve Witkoff, tentent d'instaurer un climat d'apaisement entre le Maroc et l'Algérie. Que peut-on lire entre les lignes de cette démarche de rapprochement diplomatique? Oh. Bah, je pense que les États-Unis cherchent à nous supplanter en Afrique du Nord, tout simplement. Mais Roosevelt l'avait fait. C'est ce qu'avait fait Roosevelt Ah, avec oui, le Maroc. Le Maroc, Roosevelt avait fait ça avec le Maroc. Hein. tout à fait. Tout Ouais, à fait. Il n'y a rien de nouveau. Il y a une constante dans la politique américaine de ce côté-là. ouais. On continue avec l'Afrique. L'Afrique subsaharienne. En Afrique noire, cette fois-ci, les élections présidentielles récentes au Cameroun et en Côte d'Ivoire font état de scrutins verrouillés, avec les mêmes chefs d'État depuis plusieurs décennies. Que pouvez-vous nous dire de cette réalité politique banale sur le continent? Que Toute la voulez-vous politique de la France-Afrique, que quoi. voulez-vous que je vous dise? Bah, ils sont au pouvoir, ils verrouillent. Ce n'est pas dans notre intérêt à nous. Ah non, certainement pas. Hmm. Certainement pas. Non, mais le problème, c'est qu'à partir du moment où on a cessé de jouer notre rôle historique en Afrique, et notamment en Afrique du Nord, tous ces pays-là sont soumis à différentes influences qui ne sont plus les nôtres. Hmm. C'est ça le problème. Il faut avoir une volonté de puissance et la France n'en a plus. Il y a des annotations qui sont très intéressantes en fait dans le questionnaire. Évidemment, ça nous renvoie inévitablement en fait à la fin du scénario de la Seconde Guerre mondiale et avec l'abandon de nos territoires. Bien entendu, Ouais. bien entendu. Les territoires abandonnés, hein. Ils ont été abandonnés. On nous a pas chassés, hein. Bien sûr qu'ils ont. On les a abandonnés, hein. Oui, tout à fait. Non, mais peut-être vais-je choquer certains, mais je dirais c'est bien dommage que le Troisième Reich ait perdu. Le Troisième Reich, c'était encore la, la puissance euh, de l'Europe traditionnelle. Bon, il y avait des facettes qui évidemment peuvent déranger, mais bon, ça c'est. Chaque peuple a ses qualités et ses défauts, mais je pense que les choses auraient été mieux si le Troisième Reich l'avait emporté, parce qu'avec Vichy de l'autre côté, Vichy aurait pu modérer les foucades de Hitler. Hitler, entre parenthèses, il n'avait pas beaucoup d'avenir, hein. Vous savez, je pense que si l'Allemagne avait gagné,
Hitler aurait pas fait 5 ans, 6 ans, en fait. Ah, mais En je, 1945, il aurait pu être là, hein, il serait plus là, je hein. suis d'accord. Non, et de toute façon, il aurait été, je dirais pas muselé, mais il aurait été quelque peu Oui, il aurait été mis à tenu l'écart. en main, un Hmm. petit peu tenu en main par Pétain. Non, mais cette période-là, ça a été la période de tous les dangers. Euh, ouais, on peut apprécier le Troisième Reich comme on veut, mais j'ai encore dans l'œil le défilé des jeunesses hitlériennes. Sapristi, ça avait de la gueule. Quand vous comparez ça au spectacle de notre jeunesse d'aujourd'hui, la conclusion est évidente. Alors, eh bien, ça va être à moi. Question numéro 12. Espérons-nous, à présent, au Ghana, l'extraction illégale de l'or qui empoisonne le pays pour, au final, asservir et fabriquer des produits revendus par Amazon ou Tesla? Quel regard posez-vous sur cette dérive mondialiste? Enfin, c'est une dérive C'est un pillage, mon frère. globaliste aussi, on pourrait parler de globalisme, hein. Ça s'appelle un pillage, point, des richesses nationales d'un pays. Alors tiens, bah, on pourrait envoyer peut-être un petit message en fait à nos compatriotes algériens, pourquoi pas le serait-il, de se rappeler que ben, nous, pendant ce qu'ils appellent une occupation, en fait, on avait quand même un petit peu, en fait, on avait amélioré les infrastructures, on avait construit des écoles, on avait construit des hôpitaux. Toujours bon de rappeler ça, ce que certains, y compris malheureusement parmi les Algériens, ne veulent pas reconnaître. Il est évident que c'est nous qui avons fabriqué l'Algérie d'aujourd'hui. Oui, on a fortement participé, hein. Ça c'est sûr. Ouais, ouais. On a, on a créé toutes les infrastructures. Bah, ils s'en plaignent, hein. Ils s'en plaignent. Aujourd'hui, tout est parti à l'abandon, etc. Et Oui, donc, non, pas ils s'en plaignent, ils le regrettent. ils le regrettent, oui. Ils le regrettent. Oui, oui, moi j'en ai entendu beaucoup, ouais, qui regrettaient. Oui, ça je sais, et moi aussi j'ai pas mal de messages d'Algériens qui regrettent justement que la France ne soit pas restée là. Alors, je vais peut-être même en profiter pour laver mon linge sale, c'est-à-dire que les Algériens qui sont en France, eux, réfutent cette théorie, ils la réfutent complètement. Et quand on s'adresse à des Algériens qui, eux, vivent encore sur le territoire, eux, ben, sont dans une nostalgie, en fait, d'une alliance entre la France et l'Algérie. Ça n'était pas une occupation, c'était une alliance. Tout à fait. C'était ce que j'appelle toujours l'alliance d'intérêts complémentaires. Méditerranéen. Complémentaires. Ouais, ouais. Et ça, c'est la meilleure des alliances possibles. C'est quand des partis avec des intérêts qui se retrouvent communs travaillent ensemble. Tout à fait, c'était le cas. C'était le cas. Et c'était le cas. Ouais. Donc, abordons à présent le Moyen-Orient. En commençant par la Syrie, nous avons appris récemment que la justice française avait délivré un troisième mandat d'arrêt contre Bachar el-Assad. Souhaitez-vous faire un commentaire, docteur? Ah oui, c'est scandaleux. Scandaleux. J'ajouterais même non avenu. Bah, évidemment, il en a venu. Parce que c'est pas mal. Bachar el-Assad, bon, comme tout le monde avait ses qualités et ses défauts, mais enfin, tout de même, il a été un stabilisateur pour la Syrie. Et en fait, tout le jeu de l'Occident sous la coupe anglo-américaine et juive a été de le déstabiliser parce qu'il veillait tout de même aux intérêts de son pays. Quoi qu'il en soit, en fait, vous savez, malheureusement, tout ce que dit notre président adoré, vous savez, c'est pas de l'eau de source, hein.
puisque en fait, il peut quasiment en fait décider de rien, et tout ce qu'il dit, il le répète comme en fait termite la grenouille pour faire rire le public, mais en réalité, il décide de rien du tout, cet homme. Évident. Il est la Mm. loi de son maître. Ouais, c'est ça. Systématiquement accusé par les médias occidentaux d'avoir perpétré des massacres, Bachar el-Assad aurait secrètement déplacé les corps d'une fosse commune pour les dissimuler. Que pensez-vous de cette information? Je dirais que c'est une. Il faudrait le prouver. Il faudrait le prouver. Et ensuite, une fosse commune, on en trouve avec les hôpitaux aussi. Bien entendu, et qui parle des morts dans les hôpitaux, notamment, dû au bombardement israélien, qui en parle. C'est d'ailleurs, attendez, excusez-moi, j'en profite vraiment pour rebondir sur cette thématique, hein. Parce que là, les Russes, eux, sont accusés en fait de détruire les mémoriels de la Shoah, hein. Et Poutine a répondu, mais si vous affirmez des choses pareilles, mais que prouvez-le. Oui, exactement. Exactement. Ah non, mais cet Occident juivé essaye tout et n'importe quoi contre Poutine. Ça, vraiment, Poutine, pour eux, c'est le nouvel Hitler. C'est l'homme à abattre, c'est l'homme qui les empêche de faire ce qu'il veut faire. Oui. Alors, moi, Excusez. j'ai deux souvenirs vis-à-vis des fosses communes. Il y en a une qui remonte à Ceausescu. Oui, tout à fait. Et il y Tout, avait les photos de TF1, c'était filmé TF1 ou Antenne 2, tout à et fait. on voyait une fosse commune, et vous Timișoara. voyez, ce sont les massacres des Ceausescu. Bon, j'ai aucune amitié pour les Ceausescu, hein. Et j'avais une amie qui était médecin à côté de moi qui m'a dit, mais regarde ces cadavres, ils sont recousus. Ce sont des cadavres qui viennent de l'hôpital, qui Ils viennent ont d'une été morgue. déterrés. Ils ont été déterrés pour les mettre là. Voilà. Donc, c'était pas des gens assassinés, hein. A priori, quand on assassine quelqu'un, on s'amuse pas après à le soigner ou à le recoudre ou autre chose. Et le deuxième, c'était pareil, c'était au Kosovo. Il y avait encore une fosse commune, des pauvres Kosovars assassinés par les méchants serbes. Et le premier cadavre, ben, il avait sur lui une croix. Ah, c'est quand même assez amusant. Voilà. Voilà. Donc les fosses communes, oui, oui, il y en a. Des fois, il faut remettre un peu les informations, il faut prendre un peu de recul par rapport aux informations. Il y en a, et on pourrait parler de celle de Gaza, mais ce n'est pas des fosses communes, c'est juste des immeubles qui se sont écroulés malencontreusement sur des gens qui étaient là. Enfin, c'est Ah vraiment non, triste, quoi. c'était un hasard malencontreux. Oui, tout à fait, tout à Ouais. fait. Non, Israël, bien entendu, ne peut pas faire des choses pareilles. Jamais. Ah non, mais c'est hallucinant, de mauvaise foi, vraiment, c'est écœurant, absolument écœurant. Et qui parle encore des massacres, des bombardements alliés sur Dresde en Allemagne, dont les populations ont été brûlées au phosphore, en 3 vagues successives pour être sûr que tout le monde y passait. Ouais, qui parle encore de ça. Non, il n'y a pas de crime de la part des anglo-saxons, il n'y en a pas. En fait, j'ai pu capter dans cette information-là, en fait, une information importante, c'est-à-dire que la ville de Dresde était constituée d'énormément de ressortissants étrangers, en fait. C'est, Oui, et surtout, Dresde était considérée à l'époque et reconnue comme telle, comme une ville refuge. très cosmopolite, Elle oui. n'était pas défendue par la Bah non, elle descendance était. allemande du fait justement de ce statut de ville refuge. Donc les anglo-saxons y sont allés lâchement comme d'habitude, et Comme ensuite il n'y aurait pas de décès contre eux, et ils ont massacré à tout venant. c'est ce qui s'est passé au Kosovo, hein.
Bien entendu, mais les méthodes sont les mêmes, voyons. Oui, les méthodes sont les mêmes. Alors, ne me parlez surtout pas des anglo-saxons. Pour On a moi, déjà. pour moi, Oui. c'est l'ennemi éternel. Ça a commencé avec l'Angleterre et ça s'est amélioré avec l'adjonction des États-Unis. Oui, enfin, Ces gens sont d'une hypocrisie, d'une duplicité et d'une capacité de nuisance avec un air vertueux, c'est hallucinant. Ils ressemblent beaucoup, en fait, à ceux qui nous intéressent particulièrement. Hum. Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement? Bah, ces gens qui agissent au Moyen-Orient actuellement ressemblent beaucoup, en fait, aux méthodes de l'Angleterre, hein. Mais bien entendu. D'ailleurs, ils sont protégés par. Oui, Il est évident que ce que se permet de faire Israël monstrueusement ne pourrait le faire que s'il n'y avait pas l'appui anglo-américain. de toute façon, ils font la même chose que les Anglo-Américains vis-à-vis des peuples indiens aux États-Unis. Et Exactement, j'attendais ce rappel. il y a ça, il y a en Australie, il y a avec les Boers aussi. Où les camps de concentration ont vu le plus fort taux de morts. Parce qu'il y avait, comme les Anglais avaient des défaites, subissaient des défaites de la part des Boers, des fermiers, ils ont décidé de les enfermer et d'enfermer aussi leurs amis qui étaient noirs ou leurs serviteurs ou les gens qui étaient pour les Boers. Et donc, ils ont enfermé dans des camps de concentration les Blancs d'un côté et les Noirs de l'autre. Et si les Blancs ont été traités à peu près bien, les Noirs, ça n'a pas été loin des 100% de décès. C'était 97 ou 98% de décès. Voilà. Les Blancs relativement bien traités, je crois que vous allez Non, un enfin, je veux peu dire, loin. ils ont survécu, quoi. Certains ont survécu, oui, mais on ne peut pas dire que c'était... Ah non, oui, c'est bien traité par rapport à la population noire. Par rapport aux Noirs, oui, Oui, probablement. oui. Et pareil, enfin bon, une camp de concentration aussi après la guerre de sécession, avec également un très fort taux de mortalité. Ah, tout à fait. Non, mais le monde anglo-saxon est un monde de criminels. Ça, si on regarde toute l'histoire, depuis qu'ils ont pris un rôle important dans le développement de l'histoire, on va de crime en crime. Alors ça a commencé avec Henri VIII, c'était pas triste, mais c'est surtout Cromwell derrière. Cromwell, le protestant avec par derrière des intérêts juifs. Oh oui. J'en ai déjà parlé. Et chose amusante, Henri VIII avait comme conseiller un autre Cromwell, qui était l'arrière-arrière-grand-père du criminel, quoi. Mmh. Enfin, Non, belle famille et bel j'en ai état. traité, je ne sais plus dans quoi, mais j'ai traité du problème Cromwell il n'y a pas longtemps, je pense que ça doit être dans un texte, justement où je révèle, je démontre ce qu'il y avait derrière comme intérêt juif Oui. qui Ah ben, explique la politique de Cromwell. c'est lui Et qui les a fait revenir c'est lui qui les a fait revenir en Angleterre. exactement. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique la politique absolument anticatholique de Cromwell. Oui. Les Pays-Bas, enfin de la Hollande vers l'Angleterre, effectivement. Hein, quoi? Oui. De la Hollande vers l'Angleterre. C'est un D'Amsterdam. accord Oui. entre un rabbin dont le nom Tout à m'échappe fait. Tout à fait. et des proches de Cromwell, ou l'entourage de Cromwell. Mm. Et la perfide Albion, hein, qu'est-ce que vous voulez? Mais, On n'en sort pas. mais ce que moi je trouve également horrible, c'est vis-à-vis de la Chine, la fameuse guerre de l'opium, quoi. Et je suis Les écœuré guerres de de l'opium. savoir Les qu'on a guerres de aidé l'opium. l'Angleterre. Il y en a eu 3. Oui, il y en a eu plusieurs, oui. Écœuré de savoir qu'on a aidé l'Angleterre. Mais enfin, il faut parce dire qu'on qu'elle, était déjà parce que, vassal
On a Parce une que initiative déjà l'Angleterre, passée. excuse-moi, hein, parce que l'Angleterre nous avait promis de nous laisser tranquilles sur cette histoire. C'est ça qui a fait qu'en fait, on a collaboré avec eux sur ces 3 guerres, hein, c'est ça, 2 guerres de l'opium, en fait, hein, Oui. en Cochinchine, notamment. Et puis Oui, rien du tout. les guerres de l'opium, donc il y en a eu, je crois qu'il y en a eu 3. C'est tout simplement parce que l'empereur de Chine se refusait à vendre l'opium qui servait à abêtir les gens, etc. Et c'est l'Angleterre qui, pour faire du commerce, et c'est grâce au commerce de l'opium que l'Angleterre a financé sa campagne coloniale. Oui. Ça fait des massacres, hein, vous savez. Ah oui, bien entendu, bah voyons. De toute façon, quand on commence à parler du monde anglo-saxon, les massacres ne sont pas loin. Hmm. Vous rappeliez tout à l'heure les Indiens d'Amérique, ça a commencé effectivement à ce moment-là. Entre autres, Chouba. Il y en a Ouais. plein. Ils sont appuyés sur une grande famille juive établie en Inde, les Sassoon. Mmh. Tout à fait. Tout à fait, bravo. Voilà la conquête de la Chine. Il n'y a plus qu'à espérer que les Chinois aient la mémoire longue et connaissent bien leur histoire. Oh là oui, je pense. On verra. Oui. Oui, je crois que oui. Je crois que oui. Il pen- D'ailleurs, je pense qu'avec ce que l'on voit de tout le développement industriel et militaro-industriel de la Chine actuellement, je pense que l'Amérique va sentir le vent du boulet passer dans pas longtemps. Il est prêt à leur donner Taïwan, hein, vous savez, Trump, là. Il va leur donner, hein. C'est cadeau, hein. Ils vont pas, il y aura pas comme ce qui s'est passé en Ukraine entre la Chine et les États-Unis. C'est impossible. Ben, Trump, évidemment, vous savez ce que je pense de Trump, mais il est tout de même pas complètement idiot. Il sait très bien qu'il est perdant à tout point de vue. Ah là, oui, hein. Ouais. Donc, il est obligé de donner des gages. Il devrait s'occuper du Groenland plutôt que de s'occuper de la Chine, mais bon, enfin voilà. Mais il s'occupe du Groenland puisqu'il veut l'annexer. Ouais. Le Ben, il mec, il arrive veut pas. annexer le Canada et le Groenland. Attendez, vous vous rendez compte que c'est une population qui fait pas 100 000 personnes? Je crois que enfin, le Groenland, c'est ridicule en termes de Non, mais Trump, population. Trump c'est une grande gueule. Une grande gueule, c'est tout. Après, est-ce qu'il y a vraiment des tensions si extrêmes entre Taïwan et la Chine? C'est pas sûr. non. C'est L'armée pas sûr. taïwanaise s'entraîne en Chine. Et là, peut-être que le doux commerce pourrait faire son œuvre, hein. On verra bien, les Chinois étant quand même Non. plus enclins à faire du commerce que vouloir prendre des risques énormes. C'est pas évident à envahir Taïwan, hein. Militairement parlant, c'est pas si simple, hein. Il y a autre chose. La population est de plus en plus orientée vers rejoindre la Chine, la Chine évolue d'un côté, la population de Taïwan évolue aussi dans ses pensées, Tout à et fait. la Chine n'a qu'à attendre. C'est Ça va comme, tomber comme un fruit mûr. Ouais. comme on dit, oui, et ça se fera, tout ça se fera plus ou moins doucement, et de toute façon, les Américains n'auront absolument pas leur mot à dire. Voilà. Je te rejoins Complètement tout à d'accord. fait. Alors, c'est toujours le Levant, la même région pratiquement, toujours en Syrie avec les forces gouvernementales qui ont pris d'assaut le camp de djihadistes français dirigé par le franco-sénégalais Omar Diaby. Souhaitez-vous, docteur, revenir sur cette actualité? Pas très commentée dans les médias. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ben, ils ont très bien fait. Ouais, c'est vrai que très souvent les djihadistes travaillent pas forcément pour des forces que nous aimons, on va dire. Évidemment, mais faut chercher la main qui est derrière. Vous n'allez pas chercher très loin. Toujours au Moyen-Orient, mais au Liban, l'ONU et la France dénoncent des tirs israéliens près de casques bleus. Euh, J'ai pas compris, Diane. Au Liban, l'ONU et la France dénoncent des tirs israéliens près de casques bleus de la FINUL, FINUL. Que pouvez-vous nous dire sur la présence israélienne actuelle dans ce pays? Ça fait un moment que... Attendez, la présence israélienne à Gaza.
Non, Non, c'est au Liban. Là, on est au Liban. Et en euh, fait, l'ONU et la France dénoncent des tirs israéliens au Liban. oui, Ça fait un an que ça dure, hein. Mm. oui, il n'y a rien de nouveau, là, Non, effectivement. non, mais un incident grave apparemment le 26 octobre 2025 qui impliquait des casques bleus et la force Tout à intérimaire des fait, Nations Unies au Liban, qu'on tout à appelle la fait. FINUL, Il y avait des FINUL. journalistes et des casques bleus, C'est ça. effectivement. Bah, ça C'était s'explique des de tirs à façon. proximité de casques bleus. Mais les Israéliens ne veulent surtout pas qu'il y ait des témoins de leur massacre. Les massacres qu'ils imposent aux Palestiniens. C'est aussi simple que ça. Donc, dégagé, il n'y a rien à voir. Ça avait été très bien expliqué par ce regretté, ce défunt général de Lavarde qui avait été en poste dans des forces d'interposition justement. Lui, il avait pas d'a priori, il avait été élevé, avec dans un cadre culturel de sa génération, c'est-à-dire avec le film Exodus. Donc il avait un a priori plutôt favorable et vis-à-vis Israéliens, bien sûr. de l'État sioniste et par contre, il est revenu du Liban, comme beaucoup de soldats occidentaux complètement écœurés quoi, avec les Et, provocations et et l'aversion permanente. diplomate. J'ai parmi mes amis un ancien diplomate français qui était en poste à Jérusalem. Et bon, ça remonte à quelques années, ça maintenant. Il disait un diplomate français qui arrive en Israël est pro-israélien. Une semaine plus tard, il a viré sa cutie. Il s'est fait virer. Hmm. Il a été viré. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Non, il n'était plus en poste. Il témoignait de ce qu'il avait vu à l'époque. Comme beaucoup de nos militaires aussi également, hein, Oui, oui, malheureusement, hein. Ouais. bien sûr. Si nos militaires étaient libres de parler, ils auraient beaucoup de choses à dire très intéressantes. Le problème, c'est qu'ils le font quand ils sont plus en poste. Voilà. Et qu'ils n'ont plus de commandement pour agir. Alors bah là, évidemment, on peut faire le Trump et puis argumenter à gorge chaude l'actualité, mais ça ne les concerne plus. Eh oui, la grande muette. Mais voilà. D'ailleurs, à propos de militaires, dernièrement, il y a un colonel qui dénonçait le fait que les généraux, pour atteindre le grade de généraux, devaient forcément être de la franc-maçonnerie. Je ne sais pas qui est cette personne, mais il disait qu'il y avait voilà, forcément une barrière à l'entrée. Diane, je dirais même le grade de colonel. Ah oui, également. Bah, lui, je crois qu'il était colonel, donc il disait ça. Peut-être qu'il en était. Non, bon, de toute façon, le filtrage se fait au fur et à mesure, Mm. Mm. et ça, c'est évident. Alors, je suppose qu'il doit y en avoir tout de même qui passent à travers, mais certain que la maçonnerie veille à ne pas avoir d'ennemis, ou à les neutraliser le plus rapidement possible, d'une façon ou d'une autre. Et que ça ne dérangeait pas certains catholiques d'être voilà, rentrés en franc-maçonnerie. Cher ami, ne me parlez pas de certains catholiques. J'ai envie de prendre mon knout. Vous savez ce que c'est qu'un knout? Non, c'est une arme. C'est le nom d'un fouet en russe. Ah, c'est très à propos. Hum. Un knout. Et- Les catholiques. Alors, bah, je vais donc passer à la question suivante. Alors, que le Hamas libère les otages et restitue les corps des familles israéliennes réticentes face au processus de paix et demande la suspension de ce dernier. Pouvez-vous nous apporter votre éclairage, docteur, sur ce tournant du conflit israélo-palestinien qui a du mal à se concrétiser? J'ajouterais même, mais en fait, comment se fait-il qu'en fait, ils continuent en fait à tirer des bombes sur une population qui doit leur envoyer des corps qui sont, enfin, c'est des défunts. On tue des vivants pour récupérer des morts. C'est ce que j'ai compris. De toute façon, tout le comportement israélien en Palestine, c'est absolument criminel. Il y a pas de mot pour le décrire. C'est absolument. On voit des scènes qui apparaissent sur Internet, des
Palestiniens qui meurent de faim. Bon, l'ONU a des points pour essayer de nourrir les malheureux qui crèvent de faim, justement. Et au moment où ils arrivent au point où ils peuvent avoir quelques nourritures, les troupes israéliennes tirent dessus. Et ça, je l'ai vu sur Internet. Ah non, mais c'est le quotidien. C'est C'est tous les jours. C'est quotidien, c'est filmé, c'est documenté, on ne peut pas le nier. Donc, courageuse armée israélienne qui tire sur des civils affamés. Ça, Femmes, enfants, vieillards, allons-y. femmes, enfants, vieillards, exactement. Allons-y. Ah, bah, ils sont dangereux, les femmes, les enfants, les Ah vieillards. bah, bien sûr. Et de Ah non, préférence sur les femmes enceintes, parce qu'avec une munition, ça permet d'en tuer 2, comme certains exactement. soldats se sont vantés sur le web. Tout à fait, c'est vieux, c'est déjà ancien comme C'est vieux, mais observation, et c'est vraiment, ça décrit parfaitement l'ignominie israélienne. Donc, question suivante. Israël bombarde Gaza sur ordre de Netanyahou et le Hamas défend le cessez-le-feu. Comment expliquez-vous, dans le même esprit, la violation du cessez-le-feu par Benjamin Netanyahou et les bombardements sur Gaza? Ben, c'est une extermination de population qu'il veut. Le but d'Israël, ce n'est pas de gagner une guerre entre eux et les Palestiniens, c'est d'éliminer complètement la population palestinienne. Donc on bombarde à tout va. Et le monde entier laisse faire. Donc, que voulez-vous, quand tous les médias sont entre les mains de qui vous savez, faut pas s'étonner. même si les faits le contredisent, le vice-président américain affirme que le cessez-le-feu fonctionne à Gaza. Comment expliquez-vous ce décalage entre le discours officiel et la réalité du terrain? Ben, pour donner à croire que les États-Unis ont une action bénéfique, etc., alors que les États-Unis laissent faire les Israéliens. C'est un pur mensonge. Oui, Je- les États-Unis sont un peu prisonniers de l'État profond tout de même. De quoi? Les États-Unis, le peuple américain est quand même prisonnier de l'État profond, un Ah peu oui, comme les Anglais entièrement, avec la City. entièrement. Avec la City. C'est bien. Et, et on voit que la City n'est pas tout à fait bénéfique pour le peuple anglais, elle ne l'a jamais été d'ailleurs, ne serait-ce qu'avec l'interdiction de posséder son terrain, sauf quelques freelands. Mais aujourd'hui, on voit comment le peuple anglais est réduit avec une migration, les crimes contre les enfants anglais qui sont perpétués. Mais peut-être certains Anglais vont finir par s'en apercevoir. Et aux États-Unis, il y a aussi des mouvements qui commencent à émerger et qui constatent ce qui se passe. Non, je pense qu'il y aura une prise de conscience et une réaction tôt ou tard. Ça ne peut pas être autrement, enfin, peut-être moins, je l'espère. C'est tellement contre nature que ça ne peut pas durer indéfiniment, ce truc-là. Ouais. Ça se fait aux États-Unis, hein, Tucker Carlson, Candace Owens, enfin, il y a pas mal de. Ça remue, ça bouge hein, Ah depuis oui, c'est quelques temps. revenu. Candice Owen Mm. est pas mal du tout. Ouais. Elle Et est- d'ailleurs, au plus haut niveau, d'ailleurs, c'est la question suivante sur le même sujet. Vous avez le vice-président, donc J.D. Vance, qui est opposé à toute annexion en Cisjordanie. Alors, comment analysez-vous le fait que ce catholique, hein, Monsieur Vance, s'oppose au projet d'annexion israélien en Cisjordanie? Est-ce qu'il est complètement d'accord avec Trump? On pourrait penser que oui, quand même. Donc là, on a quand même une opposition frontale à ce que souhaiterait Netanyahou. J'avoue que j'ai vu l'information, j'avoue que je suis perplexe.
Incontestablement, la déclaration de Vance est intéressante, c'est bien. Mais comment concilier ça avec la politique de Trump, qui est tout de même très pro-israélienne? Alors, est-ce que c'est réellement une opposition qui est en train de se former entre les deux hommes? C'est possible. C'est possible, mais en tout cas, la déclaration de Vance, c'est tout ce qu'il y a de plus intéressant pour nous. Et les Palestiniens. C'est peut-être bien le futur président des États-Unis, lui, hein, Vance. Alors, ce serait souhaitable, mais je n'en suis pas sûr du tout, parce que le deep state, c'est-à-dire ceux qui tiennent réellement le pouvoir, ne verraient probablement pas avec plaisir le voir arriver. Ça ferait un John Fitzgerald Kennedy numéro 2. Et voilà. Ouais. D'ailleurs, à ce propos, vous avez vu ce qui s'est passé pour Charlie Kirk, qui commençait à dénoncer les crimes d'Israël? Voilà, exactement. Très bon Ouais. rappel, Diane. Exactement. Ah non, mais les autres se défendront bec et ongles, hein. Tout ce qui ne va pas dans leur sens est en danger de mort. Continuons sur les États-Unis et la politique de Trump. Il a tout fait pour avoir un prix Nobel, son prix Nobel, mais il ne l'a pas eu. Avez-vous un commentaire à ce sujet? Ça aurait été quelque peu scandaleux. Le prix Nobel de la paix, il ne faut tout de même pas pousser. On l'a bien donné à Obama en son temps. Oui, C'est- je dirais que c'était moins pire. Oui. Enfin bon. Ce qui est scandaleux, excusez-moi, ce qui est scandaleux dans cette histoire-là, c'est à qui il a été décerné. En fait, apparemment, à une femme qui a commis des désordres épouvantables là-bas au Venezuela, etc. Enfin, qui est en train d'essayer d'aider la population à se soulever contre Maduro, là, c'est ça, en fait, hein. Tout à fait. Non, Ouais. non, cette politique américaine, c'est quelque chose d'invraisemblable. Je n'en vois pas, et je n'en vois pas la fin parce que le poids du deep state est tel que, je sais pas. Alors, on va rester, on reste sur une politique étrangère, visiblement, en fait, du côté des États-Unis. Un accord entre les États-Unis et le Japon sur les terres rares. Les États-Unis et le Japon ont passé un accord sur le marché des terres rares. Comment analysez-vous ce rapprochement? Un rapprochement d'intérêts, c'est tout. Mais en fait, dans cette histoire-là, en fait, les Japonais n'en possèdent pas beaucoup de terres rares. En fait, c'est Alors, je connais mal la répartition de ces terres rares. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le Japon, comme l'Allemagne d'aujourd'hui, donc deux nations qui ont été écrasées par les Américains, sont à plat ventre devant les États-Unis aujourd'hui. Ils n'ont aucune dignité. Et que pensez-vous d'ailleurs, pour continuer sur le Japon, de la nouvelle Premier ministre, qui est une femme, qui est présentée comme quelqu'un de très à droite et anti-migration. Enfin, Kanae Takashi. Oui, c'est ça. Oui, alors, oui, elle est présentée comme telle. Bon, moi, je dirais comme d'habitude, j'attendrai les actes. En tout cas, il y a eu une ouverture du Japon à l'immigration et je crois qu'ils sont en train d'en payer les frais. Et il y a peut-être un retour de bâton là, c'est pour ça qu'elle a peut-être été élue, notamment sur une problématique Je de pense que, l'immigration. comme pour tous les pays, l'ouverture à l'immigration serait une mauvaise chose pour le Japon. Mais je ne sais pas ce qu'il y a de réel pour l'instant. Je ne vois pas ce qu'il y a de réel exactement. Il y a quand même son dernier discours d'ouverture vers la Chine sur le plan commercial. Oui, oui, Et effectivement. ça, c'est quand même intéressant. C'est-à-dire que le Japon, qui était pour les Américains un Tout pays à fait. charnière, comme l'Angleterre, est, est peut-être en train de basculer. Ce que Oui, j'ai vu ça aussi. C'est très intéressant de voir cela parce que c'est tout de même essentiel. Si le Japon
se tourne maintenant vers la Chine au point de vue commercial, les États-Unis vont sentir la différence. Oui, sans compter que les États-Unis assuraient, théoriquement, la défense du territoire japonais par rapport aux risques qu'il y avait avec les pays proches, notamment la Chine. Or, si on regarde les États-Unis abandonnent tous les pays qu'ils soutiennent. Le Japon Oui. peut avoir des doutes. Est-ce que les États-Unis, s'il y a un problème, viendront défendre le Japon contre la Chine? Ils ne peuvent pas. Non. Ils ne peuvent pas, ils n'ont plus la force. Donc, si j'étais japonais, si j'étais ministre japonais, je me poserais la question et je répondrais comme vous, c'est pas sûr, et si on regarde l'histoire, c'est même probable que les États-Unis n'interviennent pas. Donc, il est peut-être prudent de trouver un terrain d'entente. De trouver un terrain d'entente, et déjà, le commerce, c'est peut-être une bonne chose. Exactement. Et sans compter qu'il y a eu deux problèmes avec les États-Unis, et notamment la dernière guerre mondiale, c'était quand même le blocus américain qui était tout simplement parce que les Japonais faisaient des produits moins chers que les États-Unis. Exactement. Alors, puisque vous évoquez Comme cette l'Allemagne. histoire, il est bon de revenir sur l'histoire de Pearl Harbor, Oui, qui a été un magnifique piège. oui, tout à fait. Alors, pour rappel tout de même brièvement de l'histoire, à l'époque, les produits japonais se vendaient de plus en plus et faisaient concurrence aux produits américains. Et évidemment, les Américains voyaient ça de très mauvais œil. Et ils ont provoqué les Japonais, instauré le blocus contre le Japon, etc., etc. Et malheureusement, les Japonais sont tombés dans le piège. Ils ont cru qu'en faisant une réaction militaire brutale, c'est-à-dire Pearl Harbor, ils allaient l'emporter définitivement, faire comprendre aux Américains qu'il ne fallait pas jouer au petit malin. Le problème, c'est que les Américains en ont profité pour balancer la bombe atomique. Ça a été le prétexte qu'ils cherchaient. Donc Oui, là encore, une action qui commence par une provocation voulue pour pouvoir avoir la justification d'envoyer la bombe atomique. Les États-Unis ont toujours, enfin disons, très souvent utilisé l'agression de l'adversaire. C'est-à-dire, on l'a vu avec contre l'Espagne, Oui, oui, c'est toujours eux qui sont gentils, qui se font agresser, qui se font attaquer. Et on l'a vu avec l'Espagne, on l'a vu avec donc Cuba, où c'était leur bateau. On l'a vu avec le Lusitania pour la Première Guerre mondiale. On l'a vu avec Pearl Harbor pour leur rentrée en guerre. Et en plus maintenant, on sait que les Américains avaient le code, donc ils déchiffraient les messages japonais sans problème. Donc au début, on ne savait pas trop, on savait que finalement les Anglais l'avaient, et il y avait un doute, est-ce que les Anglais avaient donné le code aux Américains ou pas? Et puis maintenant, on sait que les Anglais l'avaient donné. Donc les Américains savaient parfaitement que les Japonais allaient attaquer Pearl Harbor. Et bien entendu, Voilà, ils avaient, c'était bien prévu. Ils cherchent toujours à se placer en victime. Oui, mais c'est comme en Pour Ukraine. pouvoir réagir. C'est comme en Ukraine. Et ils viennent nous dire que c'est les Russes qui ont attaqué. Entre 2014 et 2022, ils n'ont pas arrêté de bombarder, de tuer des civils sous prétexte qu'ils étaient uniquement russophones. D'abord, on leur interdit de parler russe, alors que c'était leur langue. On leur interdit de faire ci, on leur interdit de faire ça. Et puis finalement, on les massacre. On commence à... Enfin, 14 000, plus de 14 000 femmes et enfants et civils assassinés par le pouvoir. Et après, quand les autres se défendent, ah bon, on est agressé. Voilà.
C'est ce qu'ils disent, et c'est le discours que reprend bien sûr nos politiques en disant, vous voyez, c'est la Russie qui a envahi. Bien entendu. Mais Bien sûr. la Russie de Poutine, c'est la nouvelle Allemagne d'Hitler. Oui, tout à fait. Donc il y a. Ils en ont Ouais. besoin. Ils ont besoin d'un espèce d'épouvantail pour faire marcher les peuples à côté d'eux. Oui, oui. Et comme ils possèdent les journaux, et puis ils n'hésitent Les pas médias. à se débarrasser des personnes qui ont du pouvoir et qui ne prêchent pas tout à fait dans leur paroisse, eh bien, Oui, exactement ça. Mais là, je pense qu'avec la Russie de Poutine, ça va être plus difficile qu'avec l'Allemagne d'Hitler. oui, 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 On oui, verra, oui. on verra. C'est, Je pense d'une part que Poutine est plus subtil qu'Hitler, qui est allé avec ses gros sabots, qui a foncé droit dans le piège. Poutine, c'est tout de même Une autre pointure. une autre pointure. Oui, et puis il y a aussi autre chose. L'Allemagne n'avait pas de matières premières. Tout à fait. Elle était dépendante de, Entièrement voilà. d'accord. Tout Tandis que la Russie, elle est indépendante. Non seulement elle est indépendante, mais elle est productrice nette et exactement. maintenant dans Et tous les puis, domaines et puis Hitler a commis l'erreur qu'il faut jamais commettre, c'est attaquer sur deux fronts. également. Quelle folie. Également. Enfin bon, Voilà. Alors, bon, alors, et puis bon, c'était un alors qu'il n'a pas personnage, les capacités de le faire en plus de ça. c'était un personnage un Il n'avait pas. peu qui avait besoin d'avoir une voyante. Enfin, je veux dire, Non, c'est mais il est certain que les premiers succès de l'Allemagne hitlérienne, notamment les campagnes de France, etc., où il est rentré comme dans du beurre, ça lui a monté à la tête, il a cru qu'il était invulnérable. enfin, la campagne de France, oui, mais pas tant que ça, on lui a détruit la moitié de son aviation, pratiquement. Et ça a été des batailles, malgré nos généraux qui étaient plutôt débiles, d'envoyer les chars un peu n'importe où. On a quand même fait pas mal de dégâts. Non, ce qu'il n'aurait jamais dû faire, par exemple, c'est laisser les Anglais rembarquer. Je veux dire, Exactement. Il mais, a fait la même erreur que Napoléon. mais pourquoi laisser les Anglais rembarquer? Ah, parce que je leur fais une gentillesse, ils me le rendront plus tard. Je veux dire, mais c'est complètement débile. Enfin, je veux dire, C'est débile, c'est débile. Il souffrait d'anglophilie, hein. C'est un mal répandu. Oui, Il avait envoyé, comment s'appelle-t-il, son émissaire qui est Rudolf mort en Hess. prison, Rudolf Rudolf Hess, Hess, qui est mort oui, 40 ans après en prison en 88, je tout à crois, fait. Spandau, enfin différentes prisons britanniques. Mais il voulait vraiment négocier avec eux, hein. Vraiment. mais enfin, je veux dire, c'est des discussions de mômes en école maternelle. Si je suis gentil avec toi, tu seras gentil avec moi après. Enfin, je veux dire, ça tenait pas la route. Et oui, bon, enfin, Et c'est pourtant, on comme nous dit que ça, les Allemands n'avaient plus d'armes. mais l'armée russe aujourd'hui est une armée, enfin, je veux dire, ça me paraît autre chose. Et puis, il y a la Chine aussi. Et puis, il y a l'Inde qui, a priori, au pire, restera neutre, mais même pas. Moi, je serais, on Molly. dit, je serais peut-être neutre au début, mais je ne laisserai pas les Américains gagner. En aucun cas. Mais je crois que l'Inde attend que les deux blocs se démolissent l'un l'autre pour apparaître en vainqueur. Je ne sais pas si c'est dans leur façon de penser, je n'en sais rien. Ils ont peut-être été un peu corrompus par les Anglais quand même, oui, peut-être. Mais ils ne peuvent pas laisser les Américains gagner. Ils ne peuvent pas. Enfin, pour moi, je serais dans un ministre de l'Inde, je ne laisserais pas les Américains gagner.
c'est bien de laisser les Russes, voir les Russes et les Chinois se débarrasser des États-Unis, mais si les États-Unis, parce qu'il est actuellement complètement impensable sur le plan militaire, venaient à gagner, je crois que j'arrêterai la neutralité et j'aiderai les autres. Enfin bon, mais maintenant je ne suis pas dans ce pays-là, et puis je suis juste un simple, j'essaie juste de réfléchir un petit Bon, peu. de toute façon, je pense que si on regarde bien l'équilibre des forces militaires en présence, la Russie a largement, je pense, l'avantage sur les États-Unis aujourd'hui. Oui, Ils ont, euh, ils ont des armes nouvelles que l'Occident n'a pas. Alors, le seul avantage de l'Occident anglo-américain, c'est qu'ils ont davantage d'armes, mais ils n'ont pas les performances des nouvelles armes russes. Ça, de ce que je peux voir sur Internet, sur les différentes informations de spécialistes sur le sujet. Donc, à la place des Anglo-Américains, je resterai tranquille. Bah, surtout après les dégâts qu'ont fait les démocrates au niveau de l'armée américaine, hein. Ah ben, bah, Parce qu'ils en ont fait des sacrés dégâts hein, là-dedans, hein. Je partage tout à fait votre avis. Ils ont été complètement, mais alors, arc-en-cielisés, hein. arc-en-cielisé, excellente Ouais. expression. alors il y a un autre problème, c'est la population, qui est de très mauvaise santé, enfin énormément de Oui, types jeunes exactement. qui sont incapables de faire quoi que ce soit. Et il y a un autre problème qui est, quand on regarde la dernière guerre, la puissance économique et surtout industrielle des États-Unis pendant la dernière guerre, qui leur permettait de sortir un croiseur par semaine, un porte-avions par mois ou toutes les 3 semaines. Enfin, c'était colossal. Or, aujourd'hui, ils n'ont plus d'usine. Tout à fait. Et le problème, c'est que il leur faudra déjà construire des usines capables de construire les usines pour fabriquer les. Bon, alors, bon, n'exagérons pas non plus. Ils ont des usines, mais ces usines n'ont plus la dimension nécessaire pour répondre aux besoins actuels. Oui, mais quand on regarde le Bon, nombre de missiles qu'ils sont capables de fabriquer par an, mais c'est par rien. rapport aux Russes, par Et par rapport rapport aux aux Russes, Chinois, et par rapport aux Chinois, bien entendu. Bien c'est- entendu. Et même par rapport à l'Iran. On et oublie même par l'Iran. rapport à l'Iran. On oublie l'Iran. Mais Alors, il se si on passe des choses compare, très intéressantes. mais si on compare avec les Allemands à la dernière guerre mondiale, ils avaient aussi un meilleur matériel que les Russes. Mais les Faux. Russes avaient un plus grand nombre. Non, 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 non. Non, non, non. En fait, les années qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale, déjà la qualité Dutch Qualität, elle avait énormément baissé. Beaucoup, 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 beaucoup. Ils étaient dans une forme de surproduction déjà, et la qualité allemande avait beaucoup, beaucoup baissé, hein. Ça a été relevé par beaucoup d'historiens. Alors, Ouais. il y a un autre problème sur l'armée allemande, c'est qu'ils avaient du matériel qui était des fois trop sophistiqué et trop de matériel divers et varié. Donc, il vaut mieux avoir un modèle de char facile à réparer ou facile oui, à dépanner et à faire marcher, plutôt que 10 modèles de chars différents. Parce que ça veut dire que les mécanos, ça veut dire la gestion des pièces détachées, ça veut dire enfin, toute la logistique derrière. C'est C'est vrai. pas, c'est pas si simple. Mmh. L'armée russe avait des chars excellents, hein, mais 34. en très peu de modèles de chars, bien plus rustiques. Et la Kalachnikov, bah, c'est un fusil qui est rustique, qui marche. On le fait tomber dans l'eau, dans la boue, on le ressort, il tire. Tout à fait. Tout à fait. Donc, C'est ça la grande différence. C'est la haute technicité du côté occidental et la rusticité du côté russe. C'est la, et on voit, c'est la et on, rusticité qui l'emporte.
Et on voit contre les drones, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont mis des cages comme pour des cages à poules autour des chars. Et ça fonctionne, plus ou moins, mais ça fonctionne. Et puis il y a les brouilleurs. Alors sur le plan électronique, ben, il y a les brouilleurs qui sont plus évolués pour les Russes que pour les Ukrainiens, enfin l'OTAN. Il y a, donc c'est pas que la qualité du matériel. Des fois, un matériel plus complexe, ben, c'est moins fiable. Mm. Alors c'est vrai que le T-14 russe, qui avait en fait pour technicité d'avoir une tourelle qui était complètement isolée du reste du châssis du tank. Alors ça, c'était une sacrée invention. Les Allemands en fait ont bleui en voyant en fait l'efficacité du char sur le terrain. La Kalachnikov, elle est arrivée en 1947. Hein. Oui, oui, bien plus Et tard, oui. en fait le fusil d'assaut qui a gagné la Seconde Guerre mondiale, c'est le M11 américain. Mhm. Hmm. Qui avait des coups à répétition, etc. Enfin, c'était assez technique, mais c'était une arme qui était plus légère, qui était plus facile en fait à réarmer, etc. Et les Allemands avaient autant peur en fait du M11 que du T-14. Ouais. Bon, Mhm. ça c'est petit rappel d'histoire. Hein. Bah, là, c'est ce que les Russes remettent un Ouais. petit peu sur le tapis. Hein. C'est leur ingénierie en fait en termes de blindés, et c'est là que ça risque vraiment de mal tourner, parce que Poutine, par 2 fois cette année, a parlé de nouvelles armes. Alors, effectivement, il y a le Poséidon, en effet, mais apparemment, il y en a d'autres qui arrivent. Oui, le Poséidon, apparemment, c'est une mauvaise surprise pour les Américains, Ouh les là là. Anglo-Américains, ça c'est évident. Oh, Et apparemment, inarrêtable. ouais, Pour les Anglais aussi, parce qu'une seule charge peut provoquer un raz-de-marée avec des vagues de 500 à 700 mètres de haut pour détruire complètement la Grande-Bretagne. c'est Oui, ça. ça, je ne sais pas si c'est possible. Non, mais ça détruit les côtes en tous les cas. Si, Oui, si, ça, au large, vous créez des vagues monstrueuses. Et en Angleterre, vous n'êtes jamais à plus de 70-80 km de la mer. Donc, et en ça profondeur. peut, vous avez la radioactivité qui est transportée par la vague et par les masses d'eau. Donc, il y a plusieurs couches, si vous voulez, qui succèdent de Mm, mm, destruction mm, mm. physique et radiologique. On a du mal à se rendre compte parce qu'aujourd'hui, en fait, on parle d'armes qui sont à propulsion nucléaire. Ça a complètement changé la donne, là. Hein. Tout à fait. Ouais, Totalement. ouais, Totalement. On a des fusées aujourd'hui qui peuvent carrément voler indéfiniment. ouais. C'est hallucinant. Hmm. Non, on est dans une époque de perfectionnement des armements. C'est, pour l'instant, je pense que c'est la Russie qui techniquement a l'avantage et pas simplement technique, mais sur le plan de la simplicité de l'arme. Alors que les anglo-saxons ont des armes peut-être plus performantes, mais beaucoup plus compliquées techniquement. Et je pense qu'au point de vue entretien et utilisation, c'est pas la même chose. Oui, là, le Poséidon en question, apparemment, ça serait une arme autonome qui Oui. pourrait comme ça divaguer pendant des années dans les Tout à océans. fait, tout Ouais. à fait. C'est ce que l'on voit comme annonce sur Internet. Bon, nous ne sommes ni les uns ni les autres suffisamment spécialistes donc on est, Domaine, hein. dans ce domaine, donc on est obligé de croire ce qu'on nous dit au point de vue des caractéristiques des uns et des autres, mais je pense qu'effectivement, le Poséidon, on verra la suite des événements. Mais je pense en tout cas qu'on ne peut pas faire de parallèle entre la Russie d'aujourd'hui et l'Allemagne d'Hitler. C'est des années-lumière de différence et de Ouais. puissance. Alors qu'il est déjà question aux États-Unis d'envisager comment Donald Trump pourrait contourner le droit américain pour obtenir un troisième mandat en 2028,
Quel commentaire souhaitez-vous apporter sur la polarisation de la vie politique américaine impactant les autres pays, dont la France, et comme vous voyez l'avenir de nos relations internationales? Bon, alors premièrement, je ne sais pas si Trump peut se représenter une troisième fois. Impossible. Je crois que légalement, ce n'est pas possible. Non. Et d'ailleurs, en fait, les États-Unis, c'est pas la France, hein. Exactement. Donc de ce côté-là, je dirais que la question s'arrête là. Ou alors il faudrait qu'il passe outre au règlement politique américain. C'est une question c'est une double question, hein. Elle est pas inintéressante du tout, hein. Ça voudrait dire que nous, avec qui on va faire affaire, le prochain président de la République, hein, vous savez que ça va être coloré, hein. Et effectivement, si ça change en fait que les démocrates reprennent le haut du pavé à ce moment-là, on pourrait revenir à des heures bien sombres. Que voulez-vous? On n'en sait rien pour l'instant. Trump voudrait entrer en guerre contre le Venezuela, soi-disant au nom de la démocratie. Que cache cette intention selon vous? Et vous oubliez un argument aussi, une excuse, la lutte contre la drogue. Tout à fait. Non, ça marche pas. C'est les méchants trafiquants de drogue C'est vénézuéliens. toujours la même chose. La politique américaine, c'est toujours la même chose. Eux, c'est la vertu, et l'adversaire, ce sont les méchants, les pervers, les ceci, et cela. Donc, on peut les massacrer en toute impunité, et avec une bonne morale. La conscience tranquille. Bon, alors, je me suis dit, bon, le Venezuela, c'est le Venezuela. Qui au Je ne passage n'est pas pense pas que producteur. les États-Unis aient intérêt à s'embarquer dans une guerre contre le Venezuela. Cette guerre, elle est pas pour les narcotrafiquants, hein, puisque si on regarde la carte du sud des États-Unis, enfin du sud de l'Amérique, le narcotrafic a énormément diminué en raison de drogues de synthèse qui sont arrivées, inonder le marché. Donc, si vous voulez, moi je pense que c'est plutôt pour le pétrole qui sont là, plutôt que pour le narcotrafic, parce que si en fait on regarde le Venezuela, c'est quasiment zéro, hein. Ils sont, oui, ils sont un pays qui transfère la marchandise, mais ils sont pas producteurs. De toute façon, l'argument de narcotrafiquant, c'est une excuse. Oui. C'est un prétexte. Oui. Non, je suis Bon. entièrement d'accord. Parce qu'il y a le danger, le vrai danger là-dedans, c'est que le Venezuela est producteur de pétrole. Exactement, c'est un concurrent. Et un des plus grands producteurs mondiaux. Certainement, et des plus grandes réserves. Maintenant, est-ce que Maduro va réussir à se tenir en place? Ça, c'est une autre histoire. Ah, ça, il est évident que quand les Américains voient qu'ils n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente avec quelqu'un, en général, ils l'éliminent. Donc on verra. Alors, on va rester en Amérique du Sud. La victoire de Javier Milei aux élections législatives, mais petite précision avant toute chose, les 4 dernières questions donc, porteront sur l'Amérique latine, la Russie, l'Inde et la Chine. Donc, commençant donc avec l'Amérique latine. Donc, Javier Milei a récemment remporté une victoire importante aux élections législatives en Argentine. Que vous inspire ce personnage et les réformes qu'il souhaite mener? Sachant qu'il est souvent désigné, montré comme exemple en France, hein, sur la chaîne CNews notamment, dans des gorges chaudes vis-à-vis de Javier Milei. Alors, sur le plan économique, je crois que ce qu'il propose, ce qu'il dit avoir l'intention de faire, est bien, ça va, c'est logique, c'est bon pour son peuple. Mais le problème, ce que je reprocherais à Milei, c'est qu'il est pro-israélien. Ah, il est pro, hein. Il est pro, comme vous dites. Mm. Donc là, c'est bien gentil, mais défendre ses intérêts nationaux en s'appuyant sur Israël, en général, on a de mauvaises surprises. Il est de la communauté d'ailleurs, non? Peut-être, je crois, non? Je ne sais pas. Je sais que bon, le bruit a plus ou moins couru
Je n'en suis pas persuadé. Mais en tout cas, c'est plus qu'un bruit, c'est que apparemment il est tout à fait en accord avec Israël. Ok, c'est Ça, un patronyme, un de ses ascendants, Milkovski, c'est le Oui, même oui, nom que oui, le oui, je sais, père de je sais, Netanyahou, je crois. je sais. C'est très possible. Très possible, mais ceci expliquerait cela. alors passons à la Russie, qui dans un rapport publié en octobre 2025, l'ONU accuse à nouveau la Russie de crimes contre l'humanité dans sa guerre contre l'Ukraine. Qu'en pensez-vous? Oui, on accuse les autres de ce que l'on fait soi-même. C'est toujours la même chose. La version accusatoire. Bon. Les États-Unis pourraient parler des crimes contre l'humanité commis par les États-Unis. Les bombes d'Hiroshima et Nagasaki, entre autres choses, et entre autres petites choses, quoi. Non, c'est du n'importe quoi. Bah, qu'est-ce qu'on pourrait dire de l'Ukraine alors? Bah, tout Parce que ça, là, c'est un jeu tordu comme c'est pas permis, vraiment. j'ai encore vu des vidéos très récemment, c'est des scènes d'émeutes à Odessa où ils s'en prennent en fait à des recruteurs, ouais, des recruteurs en fait, on va dire des barbouzes qui viennent et qui enlèvent les gens dans les rues. Tout Et à fait. les populations locales s'en prennent très clairement à eux hein, Ah oui, oui, maintenant. oui, Hein. tout à fait, tout à fait, Hmm. tout à fait. Mais l'exemple ukrainien c'est un modèle de politique tordue anglo-américaine. Ils se servent de l'Ukraine contre la Russie, c'est évident. Hmm. Avec ce bon petit Zelensky qui fait partie de la communauté. L'Inde pourrait commander à la Russie 5 nouveaux systèmes de défense anti-aérienne S-400. Pouvez-vous revenir sur les relations commerciales entre ces deux pays et leur implication dans le contexte mondial actuel? Bon, alors, premièrement, l'Inde a toujours eu un rôle, bon, disons, prudent, essayant de tirer parti des deux parties. Mais là, elle est tout de même obligée de faire un choix, d'où le sujet que vous avez évoqué. Et puis l'Inde se rend compte tout de même que la Russie d'aujourd'hui a une impuissance que les Américains sont en train de perdre. Donc l'Inde se place. Excusez-moi, j'en profite pour faire un petit commentaire. Vous trouvez pas qu'il y a quand même quelque chose qui est très, très, en fait, avec la Turquie, un comportement de l'Inde et de la Turquie qui sont très similaires. Bon, je sais que la Turquie, elle fait partie de l'OTAN. Hein. L'Inde, c'est pas son cas. Mais je trouve que il y a un jeu subtil politique qui fait que ces deux pays-là ont pas envie de s'engager dans aucun conflit. Donc ils disent amen à tout. Hein. La dernière, c'est l'Inde a accepté finalement les requêtes de Trump pour arrêter de s'approvisionner en pétrole russe, bah, ce qu'ils ont fait. Hein. C'est peut-être des promesses sur le papier hein, maintenant, mais c'est un pays qui se met un petit peu en retrait. Hein. Ils acceptent ce que leur demandent les États-Unis, poliment. Et puis de l'autre côté, bah, ils font pas du tout d'achat d'armes, ils font très peu de business avec les États-Unis. Je dois dire que c'est plutôt les business des États-Unis qui font du business avec l'Inde et pas l'inversement. Enfin, l'inverse. Bon, alors là, je dirais que c'est difficile d'y voir clair parce que tout ça est d'une hypocrisie totale et flagrante. Ah oui. Difficile, mais ça, je ne me prononce pas là-dessus. Tout ce qui est certain, c'est que sur le plan du pétrole, Non, 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 non. je sais pas. Non, je préfère ne rien dire parce que tout ça est vraiment, c'est tordu. Hmm. Je pense que la réalité est quelque peu différente de ce qu'on nous décrit. Oui. Ils font l'inverse de ce qu'on leur demande de faire.
Donc, ce 30 octobre 2025, jour même où nous faisons cet entretien, Donald Trump et Xi Jinping se sont rencontrés en Corée du Sud et auraient trouvé un accord sur les terres rares. Quels commentaires souhaitez-vous faire sur cette rencontre et plus généralement sur la redéfinition des rapports de force géopolitiques dans le monde actuel? Bon, alors leur accord sur les terres rares, moi je veux bien, bon, je ne suis pas spécialiste de la question, mais ce qui me semble évident, c'est que Trump se rend compte que la Chine est incontournable aujourd'hui, donc il faut faire avec. Donc il fait avec. Ça en revient un petit peu à la question qu'on se posait sur les accords entre Trump et le Japon, avec en effet ces matières premières qui sont au milieu de la table et des négociations sur ces fameuses terres rares. Il se pose des questions sur l'avenir. Oui, sans compter que les terres rares, il y en a de plusieurs sortes. Il y en a certaines bon, que l'on va retrouver sur son iPhone ou sur son ordinateur, mais il y en a d'autres qu'on va retrouver dans les missiles. Et pas sûr du tout que la Chine souhaite autorise encore l'envoi de l'autorisation de commercer certaines de ces terres rares. Pour des terres rares, ça sera oui, pour d'autres, ça sera non. Enfin, c'est Évidemment. ainsi, a priori, que l'on peut penser. Ouais, là-dessus, il y a un retour à l'envoyeur, il y a un retour de boomerang, il y a un renvoi de boomerang, puisque les Chinois, très habilement, vont appliquer les mêmes principes que les Américains vis-à-vis du dollar et l'usage du dollar. C'est-à-dire que bon, les Américains se permettaient de sanctionner les pays qui commerçaient en dollars avec des pays hostiles à leurs intérêts. Eh bien, les Chinois vont faire pareil quant à l'usage de ces terres rares. Ils vont se garder le droit un droit de rétention, un droit de réserve quant à l'usage du produit fini dès lors qu'il contient les terres rares qu'ils ont vendues aux clients, aux parties en présence. Donc c'est assez intéressant. C'est un bras de fer, mais économico-juridique en fait. Ça montre bien, en fait, ça m'inspire. Vous savez, on avait cette image, je crois que c'est un de nos chers rabbins, je ne sais plus lequel, Shavon Raya, je sais plus, ouais, je crois que c'est celui-ci, c'est un rabbin francophone qui expliquait qu'à la fin des temps, Israël entraînerait par la tignasse, par la chevelure, les géants, en fait, les amènerait à se confronter et à s'entretuer. Bah, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de candidats finalement, hein. Peut-être que je suis trop optimiste ou trop naïf, mais j'ai l'impression que ça marche pas et que là, on parle beaucoup d'échanges et de commerce avec de manière plus ou moins agressive, mais j'ai plutôt l'impression que c'est ça la tonalité. Parce que si on n'est pas dans ce cadre-là, eh bien, on l'a expliqué précédemment en essayant de détailler toutes ces armes, eh bien, c'est un apocalypse absolu. Exactement. Et je pense qu'aucune personne, enfin aucun de ces leaders finalement n'est prêt, enfin ceux qui peuvent vraiment en décider, hein, n'est en mesure, n'a envie de faire ça et d'aller dans cette direction-là. Ah non, mais c'est évident, c'est l'équilibre de la terreur. Oui, c'est ça, il a jamais aussi bien porté son nom, mais je pense que c'est vraiment ça. Et il y a un compromis ou un substitut qui sont ces échanges en fait, qui est le commerce, voilà. Je voulais dire, Diane, puisqu'on termine l'entretien, tu veux faire un point avec le docteur sur les informations habituelles, sur les abonnements à la politique, les commandes d'ouvrages, les prochaines dates de conférences? Prochaine date de conférence, moi j'ai reçu dans le dernier numéro de la politique la conférence qui est déplacée au 4 novembre. Je me demande s'il n'y avait pas une erreur dans la Le date. 4 ou le 8? Bah, moi, c'est marqué le 4 sur mon petit Non. l'erratum Je crois indique que le 4. c'est le 8. Parce que, attendez, le 4, C'est un Le mardi. 4, c'est un mardi, donc c'est pour ça. Je sais pas si vous avez reçu le même. oui, le non, même non, de c'est votre le côté. 8, je crois, hein. Bah, il y a une erreur dans la correction de l'erreur. Oui, exactement, une erreur dans la correction de l'erreur, c'est le cas de le dire. Et alors, le 8, c'est bon, hein? Ah bah je sais pas. Du coup, je vous pose la question. Le Oui, 8, c'est quel jeu? le 8, c'est C'est un un samedi. samedi. Oui, oui, tout à fait. Si le 4 est un mardi. Attendez, j'ai un doute. J'ai un doute. En tout cas, dans la politique, le petit mot qui était adjoint Oui, normalement, indiquait le c'est le 4. 8.
Normalement, c'est le 8. Puis vous m'en avez aussi parlé du 8, j'avais noté ça dans mon calendrier. Oui. Ouais, il faudra que les lecteurs de la politique en prennent note. C'était une erreur, que ce n'est pas le 4, mais le 8. On est le combien aujourd'hui? Là, on est le 30 Ben, octobre. 30. Le combien? Le 30 30 octobre. octobre Oui, aujourd'hui, oui. oui, donc c'est bon, il y a le temps. Oui, c'est dans C'est 15 dans- jours. Oui, donc Non, 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 c'est la semaine prochaine. Bah, c'est pas ce week-end-là, c'est le week-end d'après. C'est le Ouais. week-end après, ouais. donc le 8, Donc le- voilà, on peut rappeler aux auditeurs aussi que vos livres sont disponibles donc également donc sur le site Cercle Nationaliste, oui, exactement. voilà, et également sur eBay. Ils peuvent également acheter en direct, enfin, s'ils veulent payer par carte bancaire, c'est via le site eBay, le site de vente en ligne. Oui. Autrement, en venant, en se déplaçant physiquement et venir vous rencontrer lors de votre conférence Exactement, c'est parisienne. parce que comme ça, ils pourront avoir une dédicace. Et en plus, voilà, donc le service est encore meilleur. Très bien. Voilà, bah, écoutez, Yann, merci pour ces rappels. je vous en Très prie. utile, effectivement. Bah, merci Donc, à vous pour l'entretien. Oui, merci, Monsieur Ploquin. D'accord, ben merci à vous pour vos bonnes questions et bonnes observations. Très bonne relance. Non, fine équipe, si j'ose dire. Bon, eh bien, je dirais donc, bon, à la prochaine conférence, Oui. au Donc, prochain entretien, oui, sinon rendez-vous le 8 novembre à Paris. le 8 novembre. Exactement, à Paris. Et puis, que ceux qui veulent venir pensent à amener des amis avec eux, des gens qui ne seront pas au courant, qui continuent à mal raisonner parce qu'ils sont mal informés. Donc, s'ils veulent tout de même avoir une certaine culture politique, il serait bon qu'ils viennent à nos conférences et qu'ils voient tous nos documents. Et le thème de la prochaine conférence, c'est les crimes d'Israël, je crois. Je Tout ne dis à pas fait, d'erreur. tout à fait. Et il y a de quoi dire, malheureusement, Et oui, pour les victimes. Bon, eh bien, c'est écoutez, entendu. Tian et vous tous, merci à vous de toutes Bonne ces soirée. Bonne soirée à bonnes tous. soirées, Merci, Monsieur Ploquin. Bonne soirée, et docteur. puis, bonne Oui, bonne soirée. soirée à vous tous. Bonne soirée. la suite au prochain numéro. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. À Merci. midi à vous tous.